Bonjour à tous, ici Thomas Amoudi et je vais vous parler de photographie. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet un peu délicat qui est la nudité en photographie et chez les enfants. Et j'ai choisi d'en parler parce qu'elle a régulièrement créé des polémiques dans le monde de la photographie. Alors je sais que c'est un sujet assez délicat, du coup avant de démarrer on va poser quelques bornes histoire de bien définir de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Tout d'abord, ça me paraît évident, mais on va commencer par préciser ça, cette vidéo ne parlera absolument pas de contenu présentant des enfants avec un caractère sexuel. C'est ce qu'on appelle de la pédopornographie, c'est un crime, c'est lourdement puni, on va pas du tout parler de ça. Pas le sujet. Nous, on va juste parler de photographie artistique, donc on était produit par des artistes reconnus dans les exemples que je vais prendre, qui incluent de la nudité chez les enfants. Donc des pratiques artistiques, ça veut dire qu'on va pas parler des pubs pour les couches Pampers, des pratiques commerciales. On va vraiment se cantonner à des pratiques artistiques ici. Toutes les photographies dont je veux parler et que je vais présenter dans la vidéo, elles vont être censurées. Alors, moi, elles me choquent pas, je pense pas qu'elles choqueraient des adultes, mais j'ai pas envie de me fâcher avec l'algorithme de YouTube, du coup, je vais jouer la sécurité. Ça aurait été sur mon blog, étant donné que c'est des œuvres d'artistes reconnus, je les aurais présentées, j'en aurais parlé sans souci. Sur YouTube, je préfère être prudent, et du coup, si jamais vous voulez voir en version non censurée, parce qu'elles font partie de l'histoire de la photographie aussi, vous aurez qu'à chercher les titres des œuvres sur Google et vous les trouverez sans souci. Alors du coup, je sais que c'est le cas de certains spectateurs qui regardent les vidéos avec leurs ados ou leurs enfants, vous pouvez la regarder, il n'y a aucun souci, ils verront rien de choquant là-dedans. Alors aussi, j'ai pas d'avis sur le sujet, personnellement. C'est quelque chose que je trouve très intéressant au niveau de l'histoire de la société, de l'évolution des mentalités, comme notre rapport à la nudité et tout ça. Mais moi, personnellement, j'ai pas d'avis dessus. Ça veut dire que c'est pas une pratique que je déconseille, c'est pas non plus une pratique que j'encourage. Simplement, elle est là, elle existe, du coup on en parle. Et aussi, je précise, parce que forcément ça joue un peu sur la lecture que vous pouvez avoir de cette vidéo, moi j'ai pas d'enfant personnellement, c'est pour ça que j'ai pas d'avis sur le sujet, je me vois mal dire aux gens sur internet ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut pas faire, alors que moi-même je suis pas concerné, tout simplement. Donc moi, je me cantonne juste de parler de ce sujet artistique, c'est tout. Alors ce sujet, il est pas tombé du ciel, je me suis pas levé un matin en me disant tiens, je vais aller parler de la nudité des enfants sur YouTube, ça va faire plein de vues, et ça va faire rager les gens, et ça va faire une grosse polémique, tout ça, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. En fait, c'est un truc tout bête. Quand j'étais à l'université, j'ai fait une licence d'histoire, on avait des cours d'iconographie contemporaine en 3e année, des cours pendant lesquels on étudiait des images, c'est le principe de l'iconographie. Les cours à la fac, ça se divise en deux parties, il y a les cours magistraux et les TD en petits groupes, et nous, pendant les TD de cette matière, on devait faire des débats. Donc le professeur nous donnait des images, on devait débattre dessus, on était divisé en deux groupes, et chacun argumentait dans un sens ou dans l'autre. Il y a des fois où je suis tombé sur des images de propagande, est-ce que c'est de la propagande ou pas, etc. Et je suis tombé dans le groupe d'une des photographies dont on va vous parler, donc de l'image de Nan Goldin, on l'a eu, et on devait débattre de savoir si c'était de la pornographie ou non. Je me souviens que ça avait été animé, c'était pas houleux, c'était animé, j'avais trouvé ça hyper intéressant, et en fait j'y repensais il y a pas très longtemps, et je me suis dit tiens, ce serait cool de reparler de ça sur YouTube, parce que moi, pendant mes cours d'histoire, j'avais trouvé ça cool. Enfin, intéressant, quoi. Et aussi, pour terminer, si c'est un sujet dont j'avais envie de parler, c'est parce que je parle beaucoup sur cette chaîne de la photographie du banal, du quotidien, et ça en fait partie, en fait, la vie de famille, et du coup, je trouvais que ça avait toute sa place sur cette chaîne. Bon, on va peut-être commencer maintenant. Pour commencer, je vais vous parler de deux artistes qui ont fait des travaux de ce type, de la photographie d'enfants nus, pour lesquels il y a eu des polémiques, mais finalement ça s'est bien passé et tout est rentré dans l'ordre. Alors, la première artiste dont je vais vous parler, c'est Nan Goldin, qui est très connue pour photographier plutôt sa vie, ses proches et les communautés LGBT, gays, etc., qui l'entouraient, trans, surtout dans les années 80. Elle a fait un livre qui s'appelle The Ballad of... Je vais le faire en français, la balade de la dépendance sexuelle. Voilà, c'est juste pour vous donner un peu le contexte. Photographie certaines communautés aux États-Unis et principalement ses proches autour d'elle. Alors Nan Goldin, si j'en parle, c'est parce qu'elle a fait polémique avec cette image qui s'appelle Clara et Eda faisant la danse du ventre. Alors cette photographie fait partie d'un ensemble plus large d'images qui s'appelle Thanksgiving, qui a été produite par Nan Goldin en 1998. Je crois qu'il fait partie d'un lot de 149 images environ, si ma mémoire est bonne. Alors cette photographie, elle a été saisie par la police le 20 septembre 2007, alors qu'elle devait être exposée au Centre d'art baltique de Gateshead en Angleterre. La raison invoquée, c'est une possible infraction de la loi sur la pornographie infantile. La pornographie, elle est définie par les Nations Unies comme toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles. Ça vient de la Convention des droits de l'enfant. Et en fait, la police a dit que c'était rendu au centre pas parce que ils flics et ils sont rentrés avec leurs flingues pour braquer tout, etc. Ils y sont allés juste parce que la direction du musée les a appelés pour avoir leur avis sur cette œuvre avant qu'elle soit exposée au public. Juste pour s'assurer que c'était ok. Alors Nan Goldin, c'est pas la première fois qu'elle a ce genre d'ennui, elle avait déjà été embêtée lors d'une exposition collective à Bordeaux en 2000 qui s'appelait Présumé innocent. Donc c'était une exposition qui parlait d'art contemporain et d'enfance, où étaient exposés des artistes comme, il y avait Nan Goldin, il y avait Cindy Sherman, il y avait Annette Messanger et Christian Botlanski, si ma mémoire est à peu près bonne.
comme j'ai dit dès le début de la vidéo, la pédopornographie c'est lourdement puni, et en France c'est interdit, toute représentation d'images à caractère sexuel où il y a des enfants, c'est strictement interdit par le code pénal. Mais est-ce qu'une image de deux enfants qui jouent ensemble comme ça en est? Eh bien non. L'affaire a été tranchée par le parquet britannique le 26 octobre suivant, environ un mois après, qui a dit que c'était pas du tout de la pédopornographie, qu'il n'y avait aucun souci. Si vous voulez vérifier, je mettrai un lien dans la description vers l'article du Monde. Donc finalement tout va bien pour Nan Goldin, ça a un peu enflé, ça a fait débat, on en a beaucoup parlé à l'époque, et après c'est juste le tribunal a tranché, ça a été exposé, et voilà, c'est réglé, et c'est toujours Elton John qui possède l'image, je pense. Comme je vous le disais, ça faisait partie d'une exposition plus large, qui avait beaucoup tourné quand même avant cet événement à Gateshead. Donc il y avait des images de cette série qui ont été vendues à Sotheby's à New York en 2002 et 2004. Et aussi cette image, elle a été intégrée à des expositions à Houston, Madrid, Londres, Portugal, ou encore à Zurich ou Varsovie, sans aucun souci. Donc finalement ça passe. Alors l'autre photographe dont je voulais vous parler, c'est Sally Mann, qui est une photographe du sud des États-Unis, qui a eu quelques soucis à cause de son livre Immediate Family. Alors je l'ai là, il ressemble à ça, c'est publié par Aperture. Alors on est en 1992, et ça fait déjà 7 ans que Sally Mann photographie ses enfants dans son chalet en Virginie. Alors c'est un lieu qu'on pourrait imaginer paradisiaque hors du monde, il n'y a pas d'horloge, c'est en pleine nature, c'est un peu coupé du temps, voilà. On a vraiment ce côté retour à la terre qui est très présent. Je vais vous montrer quelques images. Donc avec un regard tendre mais aussi lucide, Sally Mann capture les moments d'intimité précieux et leur donne une puissance divine et théâtrale. Il y a vraiment une lumière irréelle qui va sculpter les corps angéliques et frêles de ses enfants. Donc Sally Mann, elle a vraiment tout fait chez elle, à la chambre photographique, et elle a aussi tout tiré elle-même sur place, si ma mémoire est bonne. Alors ces photographies, elles ont rien d'idyllique malgré le cadre naturel. Il y a une atmosphère qui est parfois lugubre, comme si une menace pesait sur les paysages et les protagonistes. Lorsqu'ils sourient pas ou se prélassent pas, les enfants, qui s'appellent Emmett, Jesse et Virginia, sont blessés, nus ou adoptent des poses d'adultes ambiguës, des poses de détresse ou encore de martyrs. C'est ce qu'on voit par exemple dans cette image, qui s'appelle Damaged Child, l'image qui introduit le livre de Sally Mann, et qui montre le visage boursouflé de sa fille Jessie, qui s'est fait piquer par des insectes. Aussi, sur une autre image, qui s'appelle Emmett Floating at Camp, en 1991, donc Emmett qui flotte au camp, son fils Emmett flotte à la surface de l'eau et ne manque pas d'évoquer un cadavre. Et on le voit nu, le bas du corps taché par une texture sombre. Du coup, Sally Mann s'intéresse vraiment à des événements quotidiens que son œil de photographe magnifie un petit peu. Elle explore ses peurs de mer, l'angoisse que ses enfants soient en danger, meurent ou grandissent trop vite. Donc ça, c'était pour vous donner un peu une idée globale de ce qu'il y a dans l'ouvrage et l'ambiance qu'on y retrouve. Alors, dans son livre, Sally Mann décrit ces images comme des fictions ou des images fantastiques. Elle dit aussi qu'on y retrouve des choses que toutes les mères ont eu sous les yeux, un nez qui saigne, un lit mouillé, ou encore des bonbons ou des cigarettes en chocolat, des choses comme ça. Elle était assez consciente des remous que pourrait faire la publication du livre, du coup elle avait pensé attendre que les enfants soient adultes pour le publier. Cependant, les enfants apprennent la décision que leur mère ne veut pas publier le livre tout de suite, et ils lui demandent de changer d'avis. Avec son mari, ils vont voir un psychologue. Le psychologue dit que les enfants sont bien conscients des enjeux, qu'il n'y a pas de souci. En gros, il sécurise un peu le truc, et du coup, elle décide finalement de publier le livre. Mais voilà, le livre sort, et Sally Mann est immédiatement accusée de maltraiter ses enfants. Une confusion assez commune entre la réalité et la fiction dans le monde de l'art. Pourtant, la photographe dit bien que ses prises de vue, elles n'ont rien à voir avec la réalité, et son rôle de mère, et que ses enfants, ils percevaient très bien la différence entre son travail photographique et son rôle de mère au quotidien. Dans le New York Times Magazine, le critique d'art Richard Woodward dit que pour lui, ces images sont vraiment une source d'inquiétude personnelle. Pour lui, Sally Mann, elle profite vraiment de sa relation privilégiée, de sa position dominante et de son autorité sur ses enfants, et elle profite aussi de leur faiblesse pour faire ces images. Alors sans surprise, l'artiste elle va être censurée, et la Bible de l'art contemporain, qui s'appelle Art Forum, refuse de publier ces images. Alors du coup, ça pose la question, est-ce qu'il faut censurer les œuvres d'art à partir du moment où elles choquent certaines personnes? On avait le cas avec l'origine du monde sur Facebook à une époque, là la question se repose avec l'œuvre de Sally Mann. Alors la photographie que vous voyez là par exemple, elle s'appelle Virginia at 4, donc on voit sa fille qui pose nue face à la caméra. Donc, je trouve qu'elle a rien d'obscène, elle a fait la couverture du magazine Aperture, qui a aussi publié le livre que je vous ai montré tout à l'heure, mais elle a été par exemple censurée par le Wall Street Journal qui l'a qualifiée de pornographique. Je pense que la série continue de déranger parce qu'elle jette aux oubliettes une vision idéalisée de l'enfance, où cette période serait innocente, exemptée de tout problème et de toute noirceur. Sur les clichés de l'américaine, on retrouve des lèvres rehaussées de rouge à lèvres, des enfants qui se parent de colliers et prennent des attitudes traditionnellement attribuées aux adultes. Les regards sont imprégnés de 1000 émotions entremêlées. Emmett, Jesse et Virginia expriment tour à tour leur fierté, la provocation, la méfiance ou la clairvoyance. Bref, ce sont des êtres aussi complexes et mystérieux que des adultes.
Après ces controverses, la photographe décide d'arrêter ce genre de photographie familiale et se met un peu en retrait, ce qu'elle dira en 1997. Elle dit que c'était pour elle le moment de se retirer, ce qu'on pourrait voir comme une forme de censure de sa part. Mais elle décide juste de passer à autre chose et à un autre type d'image. Généralement tout finit bien, c'est un travail qui fait polémique un petit peu, mais ses enfants la soutiennent et n'ont jamais porté plainte contre leur mère par la suite pour les images, etc. Donc tout s'est bien passé entre eux, ils sont tous d'accord autour de ce travail photographique. Et ça va pas du tout être le cas des artistes dont on va parler maintenant. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est une photographie d'Irina Ionesco, qui est une photographe française, et qui était considérée à l'époque comme l'icône gothique et grande dame de la photographie érotique. Elle représente sur cette image sa fille Eva. Donc cette image est issue d'un travail photographique plus large, qui contient des images parfois très crues, qui la représentent alors qu'elle est âgée de 4 à 12 ans. Donc ces photographies elles ont été prises par sa mère dans les années 70, ce qui correspond pour elle à la période d'accès à la notoriété. Cependant, une fois adulte, Eva, qui est devenue entre-temps cinéaste, décide de porter plainte contre sa mère pour ses photographies. Et la justice lui donne raison, sa mère, Irina, est condamnée en décembre 2012 à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image. Le tribunal ajoute aussi qu'elle devra restituer certains de ses négatifs, mais par contre rejette la demande d'Eva Ionesco qui était que sa mère ne puisse plus faire d'exploitation de ses images. Lors de l'audience, il y a eu des affrontements assez houleux entre avocats interposés. Celui d'Eva Ionesco considérait que la liberté ne devait pas être mêlée à ces horreurs, il disait, notamment d'une fillette en barésie qui montre son sexe, ce qui se comprend. Et l'avocat Irina Ionesco lui disait que les faits étaient prescrits et qu'il s'agissait plus d'une revanche familiale et d'une haine entre elles que d'un truc qui devait être traité par la justice. Mais il n'a pas eu gain de cause. Bref, une histoire de pratique artistique qui a très mal fini et on comprend assez bien pourquoi. L'autre exemple dont je voulais vous parler est un peu plus célèbre, il s'agit de David Hamilton. Donc David Hamilton, c'est un photographe et réalisateur britannique qui est né à Londres en 1933 et mort à Paris en 2016. Il s'installe en France dès la fin des années 50 et se fait connaître pour ses photos qui mettent principalement en scène des adolescentes dans des poses érotiques. Le gros problème, c'est qu'il ne faisait pas que les faire poser. En octobre 2016, l'animatrice Flavie Flament publie un roman autobiographique dans lequel elle affirme avoir été violée en 1987 au Cap d'Agde, alors qu'elle avait 13 ans, par un célèbre photographe aujourd'hui âgé de 83 ans. Interrogée dans les médias, elle explique qu'elle ne peut pas nommer son violeur en raison du délai de prescription dans la loi française, mais cela finit par savoir grâce à un passage dans une émission de télévision. David Hamilton fait publier un droit de réponse par son avocat, dans lequel il s'insurge que des journalistes diffusent de la diffamation contre lui et dit qu'il n'a jamais commis aucune pratique répréhensible de ce type. En novembre de la même année, l'Obs, le magazine, publie 3 autres témoignages de femmes qui disent avoir été victimes de Hamilton dans des situations similaires. Alors l'une d'entre elles dit que les faits datent de 1967 et 2 autres d'entre elles des années 80. Alors l'une d'entre elles a même déposé plainte en 1997, une plainte qui a été classée sans suite, mais David Hamilton avait reconnu à l'époque des caresses sur les hanches, les seins et les fesses, je crois, mais il ne reconnaît pas de relation sexuelle. On parle quand même d'un homme qui était quand même beaucoup plus âgé qu'elle, ça reste assez glauque quand même. Quoi qu'il en soit, pour ces 3 cas, les faits paraissent prescrits. Le lendemain de l'apparition du journal de l'Obs, Flavie Flament confirme que c'est bien David Hamilton qu'elle accuse. Le 23 novembre, David Hamilton fait part de son intention de poser une plainte pour diffamation, mais il n'en fera jamais rien parce qu'il meurt 2 jours plus tard. Il a trouvé mort dans son appartement, asphyxié, la tête dans un sac en plastique. C'est ce que confirme le rapport de police, et la thèse la plus privilégiée reste celle du suicide. Bien qu'il y ait certains de ses proches qui contestent un peu ça en disant qu'il n'était pas dépressif et qu'il avait plein de projets d'exposition, de films, etc. et que ça leur semble pas probable. Il y a un peu de flou là-dessus, mais j'ai pas creusé plus cette partie-là du sujet, donc j'en sais pas plus. Bref, une histoire qui finit quand même assez mal. Alors, il est temps de conclure, ça va pas forcément être facile, mais on va voir ensemble ce que ces exemples nous montrent et ce qu'on peut en retenir. Alors, tout d'abord, premier point, c'est pas parce qu'il y a des enfants nus dans un travail artistique que c'est forcément illégal et problématique. C'est pas mécanique. C'est ce qu'on a vu avec les exemples de Nan Goldin et Saliman. La justice était du côté de Nan Goldin et ses enfants étaient du côté de Saliman, et même elle n'a même pas été en justice, ça s'est bien tourné par la suite. Donc c'est pas systématique ce truc-là. Deuxième point, c'est pas parce qu'on est parent qu'on peut tout faire. Pour Saliman, ça s'est très bien passé, ses enfants sont d'accord avec ce qu'elle a fait. Pour Ionesco, c'est beaucoup plus compliqué, et à raison, on peut comprendre en recreusant un peu le sujet et ses images. Du coup, dans notre société, il semblerait y avoir une ligne claire entre ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, et j'ai pas l'impression d'inventer l'eau chaude en disant ça. Troisième point, c'est pas à l'inverse parce que les modèles sont habillés que tout va bien. C'est ce que montre le cas de David Hamilton. Quand les photographies sont sorties, elles n'ont pas fait polémique, il n'y a jamais eu vraiment de polémique autour de ces images
de ce que j'ai compris, mais quand on creuse le sujet, quand les gens se mettent à parler, bah, ça devient beaucoup plus problématique. C'est un peu le mécanisme qu'on avait vu avec MeToo. C'est pas parce qu'à l'extérieur ça semble bien qu'en fait c'est ok et tout s'est bien passé. C'est par exemple le cas de Terry Richardson qui a eu des témoignages du même acabit, etc. Donc voilà, faut peut-être un peu de sortir cette mécanique de nu c'est pas bien, il y a un problème, et pas nu tout va bien derrière. Ça semble un peu plus subtil que ça, et je pense qu'il faut un peu dépasser cette première lecture juste sur le point de la nudité. Alors, dernier point, ce qui doit être le 4e, je pense, et c'est plus une interprétation personnelle de ma part, mais j'ai l'impression que la société évolue sur certains points et pas sur d'autres, et pas toujours de la même façon. Alors, encore une fois, je n'ai pas spécialement d'avis dessus, c'est juste un constat un peu empirique que je fais. Par exemple, on va parler de Robert Mapplethorpe. Robert Mapplethorpe, c'était un photographe américain, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Il était homosexuel, donc il a photographié plein de trucs, dont des hommes nus, des actes sexuels entre hommes. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne et sur le blog, j'ai déjà montré des images. Ça a un petit peu choqué parce que je me suis amusé à les mettre au milieu du contenu, on s'attend pas forcément à les voir, donc ça étonne. Comme n'importe quel contenu à caractère sexuel qui n'a pas sa place à un endroit donné. Mais globalement, c'est plutôt bien accepté, parce que je pense que l'homosexualité est beaucoup plus acceptée maintenant qu'elle l'était à son époque. Quand Robert Mapplethorpe a fait certaines expositions, il y a eu des manifestations pour l'interdire, etc. Non, ça passe plutôt bien. A l'inverse, je pense que sur les enfants, on est beaucoup plus vigilant avec le temps, notamment à cause de l'apparition d'Internet, ce qui fait que ces images peuvent circuler plus, etc. On a une certaine méfiance vis-à-vis de ça, et je pense que c'est ça qui fait que peut-être on réagit plus à ce type de contenu que ce qu'on aurait fait à l'époque où elles sont sorties, parce que les photographies de Saliman, quand elles ont été prises, etc., l'accès à Internet n'était pas du tout le même que maintenant. Enfin, c'est juste mon avis empirique, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, ça va être le moment de parler de ça. Comme je vous ai dit, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'en ai pas entendu parler en cours, je trouve ça révélateur de plein de choses, mais j'ai pas personnellement d'avis là-dessus. Du coup, si vous avez des exemples, des contre-exemples, des photos, des arguments, etc., bah, n'hésitez pas à en discuter en commentaire avec moi, je suis sûr qu'on pourra échanger, apprendre plein de trucs tous ensemble. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, vous a fait découvrir des choses, vous a fait réfléchir, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour voir les prochaines et aussi à la partager autour de vous, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup à faire découvrir ce contenu. Et je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Alors il ne vous apprendra pas du tout à faire des nus d'enfants, du tout, mais si vous voulez vous lancer dans un projet, je pense qu'il vous aidera beaucoup. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.